concerne. Hop, hop, voilà, il y a encore 3 sièges là. Toi, tu seras debout. Non. Stéphano. Non. Allez, sois pas timide. Là, il y a plein de place, là. Voilà. Bien, ok, donc merci Stéphane. Les aléas du direct. Donc je termine en disant que si vous vous souvenez un petit peu du slide, cet activation process là, il a besoin donc de tous les objectifs qu'on cite souvent pour les serious games, à savoir du knowledge, donc de la connaissance, des compétences et un comportement. Parce que si on veut un citoyen actif, on a besoin qu'il soit informé, donc il y a le knowledge. On a besoin qu'il agit, qu'il compare, qu'il comprenne ce qu'il est en train de lire ou de faire. Donc il y a des skills, mais il y a de l'engagement, il y a du trust, il y a de la mobilisation, il y a le fait d'aller voter. Ça, ce sont des cultures, c'est un comportement. Donc je pense que moi, je ne vais pas poser la question est-ce que les serious games peuvent amener quelque chose, parce que je pense que la réponse est évidente. Moi, je vais aller un pas pour gagner du temps, je vais aller un pas en avant. Est-ce que vous avez des idées de ce que le serious game, comment ils peuvent contribuer dans ce process d'activation, des exemples, des dangers à éviter? Donc voilà, j'aimerais que pour cette fois, je pense que la réponse initiale est évidente, j'aimerais qu'on passe directement à des expériences, des idées, des sujets ou des erreurs à ne pas faire ou des dangers qu'il faut faire attention. Vous commencez? Okay. Dans mon projet, j'ai travaillé pas mal dans le changement de comportement. Et donc aussi dans ce cas-là, je pense que quelque chose qu'il faudrait prendre tout de suite en considération, c'est aussi, comme disait René tout à l'heure, c'est vraiment travailler dans les concepts qui sont antérieurs à la personne. Donc, par exemple, un système de gamification qui donne des points, ça pourrait être intéressant, mais ça finit tout de suite une fois qu'on a plus de points, par exemple. Vraiment travailler sur la motivation dans les personnes. Par exemple, dans le e-gov, quelque chose d'important, c'est que si tu es active, tu es en train de changer ta société. Tu es en train de faire quelque chose de vraiment important qui pourrait changer la vie de ta famille, mais aussi de tous les pays dans lesquels tu es. Donc, je pense effectivement, dans le design de ce type de jeu, il faudrait vraiment travailler tout ce que c'est intérieur à la personne. Juste par rapport au prolongement de ça, moi je pense qu'il faudrait éviter que finalement les serious games donnent l'impression que l'apprentissage c'est plus facile avec. Et par rapport à cette idée de motivation, j'entends c'est pas parce qu'on crée des serious games que les étudiants ne devront plus étudier, ne devront plus apprendre. Donc l'idée ici de la motivation me semble être un bon moteur par rapport à ça. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, comment créer cette motivation finalement chez les jeunes? Dans le projet qu'on est en train de monter, on est justement dans l'idée de comptabiliser des points. On replonge finalement aussi dans ce que les étudiants sont amenés à vivre tous les jours à l'école, c'est-à-dire qu'on prend des points, on fait des moyennes et puis on leur dit c'est bon ou c'est pas bon. Mais cette idée de motivation, comment est-ce qu'on pourrait l'entretenir sans nécessairement l'idée de comptabiliser un certain nombre de points? Merci. Pour revenir à la question des e-citizens, il me semble qu'il y a un domaine dans lequel les serious games pourraient être très très précieux, c'est le travail sur les émotions. Quand on est un citoyen et qu'on vote uniquement avec ses émotions, avec ses tripes, entre guillemets, on perd beaucoup d'aspects de la réalité. Et il y a un certain nombre de jeux qui travaillent notamment sur les relations. Pourquoi est-ce qu'on va voter telle ou telle chose? Est-ce qu'on a des présupposés, des stéréotypes racistes, par exemple, ou xénophobes? Et est-ce qu'on va se laisser porter par ces présupposés quand on va être devant son bulletin de vote? Et là, je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à faire. Il y a des jeux qui sont développés, notamment contre le racisme, pour développer autre chose que simplement des connaissances factuelles, mais ce que vous disiez, des connaissances intimes sur son propre fonctionnement, sur sa propre façon de prendre les décisions, et de pouvoir les mettre à distance à travers un jeu et de réfléchir sur le jeu. Ça permet aussi, je pense, les serious games de travailler sur tout ce qui est l'influence des médias sur nos choix, notamment de la propagande, de la publicité, et d'arriver à décrypter ces phénomènes, à les analyser,
a posteriori en dehors de la réalité habituelle pour ensuite, quand on retourne dans la rue, quand on voit des affiches, se dire ah bah tiens là je suis en train de me faire manipuler, on est en train de jouer avec mes émotions, ma peur, etc. Je pense que là il y a vraiment des choses très très utiles, mais c'est vrai que c'est un travail en amont, c'est pas encore choisir tel ou tel candidat XY, c'est travailler sur l'éducation émotionnelle de la personne. My problem with e-citizen is what we have today. We have survey, everybody's survey from morning to evening. So my question is, why the hell I should vote, for example, in a forum against you, EDC? Qu'est-ce que SVP en EDC? Parce que je sais, c'est vraiment rapporté, il y a un log file et c'est vraiment une destruction de la imagination, qu'est-ce que pourrait être et qu'est-ce que sont les choses comme ça. Therefore, a game for e-citizen must be destroying, also would have to be a game that activates people, young people, to destroy, obey. This whole NSA thing and what we do as Swiss too with our own department for survey. C'est juste peut-être pour revenir à la question des Yacine, je pense l'activation des citoyens pour justement prendre part à la vie justement commune, je pense le processus d'activation il est peut-être à deux niveaux. Il y a tout d'abord comment motiver justement les citoyens peut-être à participer déjà à un jeu ou via via d'autres moyens pour participer à ce processus qui est collectif. Puis la deuxième chose, je pense, c'est peut-être éviter la désillusion. Si un citoyen il participe, il donne justement ce soir, il va peut-être jouer le jeu, il va donner son avis, et puis après s'il n'y a rien qui se passe, effectivement, il y a peut-être une désillusion qui va s'installer, puis on aura atteint justement l'effet complètement inverse. Je ne sais pas s'il y a des participations du public, questions, remarques. Sinon, je passe à la deuxième question. Ah, il y a Marc. Allez-y. On a besoin d'un micro pour Max. À partir de là, c'est payant, Max. C'est la dernière. Non, mais je pense que ça, ces questions qui viennent d'être évoquées par Nabil, je pense que c'est le grand défi que les serious games auront à relever dans 10 à 15 ans. C'est-à-dire maintenant c'est encore assez nouveau, mais le jour où ce sera très répandu, surtout avec nos générations, enfin vos générations surtout qui sont nées avec, le problème ce sera la confiance, ce sera le trust. Je pense que vos générations vont regarder les serious games comme moi je regarde la télé. La télé, on l'a vu venir, bon maintenant on a compris, on se méfie de la télé. Et je pense que les serious games, il y en aura des bons, il y en aura des moins bons, ça sera instrumentalisé politiquement. Il y aura un moment où on se dira oui, le serious game, mais je ne lui fais pas confiance. Parce qu'il va m'inculquer des valeurs ou des choses que je ne voulais pas vraiment. Et aussi, par rapport à la grey economy, notre génération, c'est les boomers, c'est la génération du rock, du punk et tout ça, de la révolution sexuelle, c'est vraiment des gens qui ne veulent pas perdre le contrôle, même par rapport aux applications pour les personnes âgées que je serai dans 20 ans, si je survis. C'est ce sentiment de trust, de manque de confiance dans l'application et le sentiment de perte de contrôle. Donc c'est peut-être ça les deux défis encore davantage dans la politique qu'il faudra relever, c'est sur faire des jeux ou des activités dans ce sens qui soient crédibles, légitimés et d'une manière ou d'une autre qui puissent inspirer la confiance et laisser un certain contrôle aussi aux citoyens. Voilà. Merci Max. D'autres interventions? Bon, alors je vais enchaîner avec une autre question. Donc c'est toujours dans le même thème, mais moi j'ai remarqué dans vos réponses que vous focalisez sur les canaux d'éducation classiques, l'école. Moi je voyais justement ces serious games comme justement ça peut être une alternative. Parce qu'actuellement, quand on fait de l'éducation civique, en général, c'est à l'école. Il y a peu de choses. Bon, il y a les associations qui font un effort et tout ça, mais c'est pas, ça brasse pas très large. Là où on a vraiment un public cible qui est là et qui est
et en masse, c'est vraiment à l'école. Alors, est-ce que le serious gaming, même en dehors de l'école, ça peut être un channel, un autre moyen d'atteindre justement ces cibles, des gens isolés, d'augmenter un petit peu l'inclusion, et là on parle de e-inclusion, ainsi de suite, donc de sortir des sentiers battus, juste l'école ou la vie associative. Je vais dire un exemple, c'est le jeu créé par Amnesty à propos de la guerre. Actuellement, vous avez peut-être vu ce jeu en immersion 3D qu'on peut jouer sur un ordinateur ou bien avec un casque, un Oculus, qui vous met dans une scène de combat dans une ville complètement détruite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il circule sur Internet, on peut jouer sur son ordinateur et on se retrouve à devoir cliquer, à devoir interroger des personnages qui sont des vrais témoins, entre guillemets, sur place, qui sont en train d'expliquer leur situation. Et là, ce jeu a été un petit peu controversé parce qu'il vous met vraiment à la place des gens qui vivent ces guerres. Et vous devez, entre guillemets, bien sûr, il y a une demande d'appel aux dons. C'est pas juste de l'éducation, c'est aussi du financement de l'association. Ça existe déjà, ce genre de choses, et ça a pas mal de succès quand même. Ça n'empêche pas, je suis d'accord avec Max, que ça peut inclure des dangers, mais c'est au même niveau que ce qu'on a eu avec la télé ou avec tous les autres médias et tous les autres content, tous les autres contenus. Ça peut être manipulé, il y a des dangers, ça peut être instrumentalisé et tout ça. Donc voilà, si on sort de ces sentiers un petit peu délimités qui sont l'éducation nationale et tout ça, et si on veut aller vers une exploitation massive de ces serious games dans des aspects aussi sérieux, est-ce qu'on prend un risque ou pas? Bon, alors, de mon point de vue, on prend clairement un très gros risque. La télévision, il n'y a pas d'interaction. Là, vous avez une interaction qui est complète, qui peut être complètement immergée. Le monde comme on l'a, on peut le zapper complètement et être dans un monde complètement différent. Le serious game aura un pouvoir, clairement, tout l'un ou tout l'autre. Vous aurez toute la palette, c'est sûr et certain. Vous pourrez faire de l'endoctrinement de masse avec. Et vous pourrez faire aussi des gens particulièrement des Gandhi ou en tous les cas, bien sûr, vous n'allez pas créer la personne, vous allez faire fleurir tout leur potentiel aussi bien. La limite, ça va être l'éducation minimum qu'on a sur le jugement et la critique même du serious game. Mais rentrer dans un système de méta-serious game, prendre suffisamment de recul sur l'interaction qu'on me propose d'avoir. On retombe sur un problème de trust. Trust, j'aime pas trop, parce que trust, ça fait un petit peu je me méfie de base. C'est un problème de jugeote, d'intelligence, de maturité peut-être aussi. Juste rebondir sur cette question de confiance qui était évoquée tout à l'heure. En regardant un petit peu ce qui se passe actuellement par rapport disons les différents éléments liés aux fuites qu'il y a eu concernant l'informatique, enfin tous ces domaines-là, je me demande aussi actuellement s'il n'y a pas quelque part aussi une perte de confiance du citoyen par rapport à l'outil informatique lui-même et qu'au fond, est-ce qu'on ne va pas finalement revenir aussi peut-être à des outils, en tout cas actuellement, il semble qu'il y a une forme de méfiance qui est en train de s'installer par rapport à l'aspect informatique. Je pense qu'on doit aussi réfléchir à cet impact-là par rapport à nos outils pédagogiques et autres. Enfin, j'avais envie de faire ce lien avec le tout informatique. À un moment donné, on y allait, dardard, on ne se rendait pas trop compte, puis tout à coup, là, il y a tout plein d'histoires qui sortent par rapport à la protection des données, par rapport à la protection du citoyen, enfin, toutes ces choses-là. Je me dis, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On sent peut-être le e-citizen, est-ce qu'il ne devient pas hyper méfiant maintenant par rapport à la composante informatique? Juste peut-être pour compléter par rapport à ces sujets, je pense qu'il y a, si on essaye justement d'impliquer les citoyens dans des processus justement de prise de décision,
là, on cherche à faire, ou bien à profiter de cette intelligence collective dans la société. Et pourquoi pas utiliser cette intelligence collective pour lancer des plateformes, des initiatives, afin d'identifier le champ d'application de ce serious game, éventuellement de lancer des serious games qui sont financés justement par des initiatives plus citoyennes que peut-être institutionnelles. Tout à fait, merci. Alors, j'aimerais peut-être terminer, puisqu'il nous reste 2-3 minutes, par un petit étonnement, parce que autant quand j'ai annoncé le sujet, je m'attendais à tout, sauf à une focalisation sur cette peur ou sur cette notion de confiance. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'idée même du e-citizen, c'était qu'il participe, c'est pour aider à augmenter la transparence, l'implication, démystifier un petit peu ces circuits décisionnels dans notre politique actuelle. Et voilà, je pense qu'on est en train de vivre un petit peu comme tous les courbes de tous les domaines. On a beaucoup d'attentes au départ. Après, il y a les peurs qui viennent, il y a les mauvaises expériences, il y a les déviations et les dangers qui font que les attentes baissent. Et peut-être qu'il faut voilà, le tunage est fait maintenant, il faut maintenant qu'on travaille sur à la fois des outils qui permettent d'avoir ces bénéfices de la e-démocratie, de la e-participation, du e-citizen, mais tout en donnant une grande dimension à cette notion de confiance, de sociabilisation, de rapport humain, et de sécurité, de fiabilité technologique aussi. Donc tous ces aspects-là, ils peuvent, pour éviter la désillusion, comme a dit Nabil, parce qu'elle est grave, quoi. Là, on perd plus qu'on gagne. Je ne sais pas si je laisse la parole bien sûr au public parce qu'il est le roi pour 2-3 petites remarques à la fin. Alors, on a 1, 2, 3, voilà, 4. Allez, c'est pas grave. Bonjour. D'abord, merci d'avoir organisé ça et on devrait avoir une journée entière pour en parler. Donc, je suis Charlie Page, j'ai un pied dans les jeux vidéo avec le Swiss Game Center qu'on monte à Fribourg et puis j'ai un pied dans la politique aussi. On lance une initiative populaire fédérale et puis un de mes fantasmes c'est de le faire aussi sous forme gamifiée. Votre fantasme devient réalité. Justement, là. Donc après ceux du panel qui sont intéressés à ça, il y a aussi du comportement, il y a plein de choses à analyser qui seront passionnantes. Parce que j'ai fait de la politique mais à la manière classique et là c'est ennuyeux parce qu'on doit déjà pour s'organiser, on doit s'envoyer des SMS, être motivé tout le temps, enfin c'est un gros travail. Et puis sous forme de jeu, je me suis dit un peu comme c'est Pervasive Games, ça peut être très intéressant de le faire. Donc on a monté un petit concept mais on est vraiment tout au début. Donc nous on est vraiment très intéressés. Puis notre but c'est justement de vraiment prendre la démocratie au mot et puis de prendre le temps justement d'informer les gens, de faire prendre conscience aux gens. Donc on n'est pas pressé non plus, on s'est fixé des deadlines, mais si on doit les repousser, on les repoussera. Et ce qu'on a envie, c'est vraiment d'avoir une expérience incroyable au niveau de toute la campagne d'initiative, parce que là on est bien avant encore la récolte des signatures. Parce qu'on a remarqué, c'est que souvent on est toujours pris au dépourvu, et les initiatives populaires ne viennent pas forcément des moyens, des milieux qui ont le plus d'argent non plus. Donc le temps de mobiliser les gens, d'organiser les choses, de trouver les fonds, ça prend du temps. Donc on s'est dit, nous on est du côté de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc on va prendre le temps parce que le temps on en a assez. Enfin, encore un moment. Donc, alors je serais très intéressé à rentrer en contact avec ceux d'entre vous qui seraient. Voilà, c'est un des objectifs du symposium, c'est de se rencontrer, c'est de nouer des contacts, c'est d'ouvrir des possibilités de collaboration. Voilà, donc on est à votre disposition après, et tout le monde aussi. Next. On va faire vite parce que c'est normalement à 30 qu'on a le... Sam. Je voulais revenir sur l'aspect négatif potentiel du serious game et un truc qu'on a dit avant qui moi me marque souvent quand on parle d'informatique de manière large, c'est que on parle souvent de la forme mais souvent la plupart du temps pas assez du fond. Et il y a des outils qui se prêtent à certains travaux et d'autres pas. Et je pense, pour autant geek que je sois, que par exemple la politique ne se prête pas à l'informatisation. Typiquement, pour moi, le vote électronique est une hérésie absolue parce que
quelqu'un qui arrive à pirater un bulletin de vote électronique, il arrive à pirater tous les bulletins de vote électroniques. Alors que le vote de toute l'histoire de l'humanité a toujours été du fait que si on arrive à transformer un vote, c'est déjà grave, mais on le fait qu'un à la fois. D'où le fait que, pour moi, voter de manière électronique ou typiquement rentrer dans le e-citizenship de manière trop importante est la porte ouverte au mal absolu. Moi, je le dis comme ça, mais enfin voilà. Parce que c'est là où le papier prend son importance. C'est là où ça marche, le papier marche, et le papier n'est pas falsifiable à ce niveau-là. Mais vous faites un a priori. C'est qu'on n'arrivera pas à sécuriser bien ces outils-là. Et pourquoi vous leur faites confiance pour votre santé, par exemple? Le problème du trust dont on parlait, de la confiance qui disparaît, c'est pas qu'on n'a pas confiance dans le e-citizenship, c'est qu'on n'a pas confiance dans les politiques. Parce que les politiques sont humains et on sait très bien ce qu'ils veulent. Un politicien, c'est quelqu'un qui cherche le pouvoir. Il n'y a pas de... Il veut jouer à ce jeu-là. En tout cas, dans nos systèmes démocratiques. C'est ce qu'on essaie de casser, hein, normalement. Je comprends avec tout à cette fait. vision. Maintenant, quand on laisse aux politiciens le choix de faire une décision de vote par système électronique, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on n'a pas les compétences en Suisse, prenons une boîte allemande, oui mais c'est privé, mais c'est pas grave, c'est des professionnels, oui mais pourquoi vous prenez pas un truc open source? Parce qu'on n'y connaît rien. Déjà là, ils ont sorti 10 raisons qui devraient nous faire hurler toutes les sirènes, disant stop, arrêtez avec vos fantasmes de vote par système électronique. Parce qu'on va se retrouver là déjà dans un système qui va ne plus nous permettre d'être dans des démocraties, pour autant qu'on y soit de manière... enfin, on y est de moins en moins, à mon sens. On va faire un vote sur ça après ça. Voilà. Une dernière question ici. Merci. Il y a eu des craintes qui ont été évoquées justement sur la mauvaise utilisation des serious games. J'ai l'impression qu'il y a des choses peut-être moins graves qui vont se passer, mais beaucoup plus probables. C'est qu'il y aurait une mauvaise utilisation, non pas au niveau du fond, mais au niveau de comment ça fonctionne. Et il y a beaucoup de serious games qui vont rater leur cible parce qu'ils vont être trop serious, ils vont essayer de faire passer trop d'informations et ils seront plus amusants, ils seront plus entertaining. Et du coup, je pense que c'est ça le risque le plus gros auquel on s'expose actuellement. Et puis, au-delà de ça, faire passer des informations, c'est hyper important, c'est le premier stade. Mais après, il y a les skills et puis le behavior qui sont des dimensions plus difficiles presque encore. Merci beaucoup, je suis vraiment désolé, on a des contraintes de temps, on a notre directeur qui est là pour le mot de la fin, donc on ne va pas le faire attendre beaucoup. Donc encore merci pour tous les présents, pour votre collaboration, pour votre patience, écoute, intérêt. Merci pour tous les speakers, pour votre expertise, pour vos présentations. Merci encore une fois à Stéphane pour l'organisation de ce colloque. Merci à Sam pour toute la logistique et l'organisation. Et je cède la parole à Stéphane pour les 2 dernières étapes de ce long marathon. Merci, Yassine. Alors j'invite monsieur le directeur. Il adore quand je dis ça, mais j'ai mis une chemise qu'il aime beaucoup. Bah oui, si. Stéphane. Attends, je te mets ta vidéo. Merci. Juste une seconde. Juste une seconde, 2 secondes. La pub. Je suis sponsorisé. C'est fini la pub? Ouais. Okay. Bon, alors pour rebondir sur ce que disait, il est parti. Un directeur, c'est comme un homme politique, c'est quelqu'un qui cherche le pouvoir, mais de temps en temps, il y en a qui se mettent après au service d'une institution, de ses profs, etc. Et puis ça, je revendique à fond d'essayer d'être comme ça. Donc je suis là pour la conclusion de quelque chose que j'ai pas suivi. Ok. Pas la première fois. Mais ce qui me plaît là, particulièrement, c'est voir des choses naître. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est un grand merci. Un grand merci à celui qui m'a annoncé, c'est Stéphane Gobron, un professeur à la HEARC, ingénierie,
c'est son idée, c'est son bébé, et vous êtes là, c'est un peu grâce à lui. Alors merci beaucoup Stéphane. Merci aussi aux gens qui nous accueillent, Imagine the Future, le NIF, The Swiss Gaming Consortium, je crois que c'est ça, pour faire naître des choses comme ça. On est ici à la HE Arc Ingénierie, une école au service d'un tissu industriel, une HES, c'est au service d'une région qui est très industrielle, qui est bourrée de PME. Et la première fois que j'ai entendu parler de Serious Game, je me suis dit, mais c'est quoi encore ce truc, mais comment je vais aller pouvoir vendre ça ensuite comme activité de l'école à des PME qui ont la tête dans le guidon, qui, quand ils vont entendre game, ils vont me dire, mais il me fait quoi Ouais, sauf que j'ai vu les sessions que vous organisiez aujourd'hui. Alors c'est vrai, des domaines, on va dire, très propices. La santé, l'éducation, le social. Ouais, ça sent bon, on se dit, il y a des choses à faire. Puis je suis tombé sur un truc il y a moins d'un mois, de gens que je connais dans le privé. Un en particulier un peu taré, qui fait plein de trucs, qui organise plein de trucs. Et il m'a montré un serious game dédié à l'industrie, à l'organisation de la production, à expliquer aux gens, pour leur formation, comment marche la logistique interne d'une boîte. J'ai passé une demi-heure à jouer. J'ai adoré. J'étais nul. Mais c'est pas grave, j'ai appris. Et puis ça fait un moment, depuis qu'il m'embête Stéphane avec cette notion-là, que je me suis intéressé. Et puis j'ai découvert, en fait, c'est des moteurs. C'est des moteurs pour motiver, c'est des moteurs d'utiliser des choses qui permettent aux gens d'accéder facilement à quelque chose qui est ultra rébarbatif. Enfin, souvent rébarbatif, souvent ennuyeux, souvent complexe. Souvent complexe, souvent ennuyeux. Et je commence à me dire, vu que même dans l'industrie, je vois des choses émerger, mais ouais, soyons précurseurs, allons-y. Alors aujourd'hui, il y a eu plein de trucs de présenter, ça a été court. D'après ce que j'ai compris, Stéphane, c'est quelqu'un d'ambitieux, donc il a monté en une demi-journée, ce qu'on fait normalement sur 3 jours. Mais bon, ça va, vous êtes vivants. Et puis l'idée pour moi, c'était de dire, voilà, pourquoi pas continuer, parce qu'il me l'a mis dans le crâne. Et puis c'est ça, on a vraiment envie de continuer, on a vraiment envie de se dire, profitons aussi de ces tremplins-là, de ces tribunes-là, comme le NIF, pour faire naître dans cette région qui est souvent un peu trop calviniste et puis qui est un peu pas assez fière de ce qu'elle fait, pour mettre de la lumière, pour faire briller. Il y a un truc qui est en train de se passer, en particulier dans l'informatique et dans notre école. Cette rentrée, ça va être la plus grosse... ça va devenir la plus grosse filière, non seulement de notre école, mais aussi au niveau informatique dans la HESSO. Alors qu'on parle de 4e révolution industrielle, de besoins informatiques, de digitalisation, etc., on a encore des activités à l'université de Neuchâtel qui font du master, qui sont à fond là-dedans. Encore, on a tout pour bien faire. Faut oser. Ça, je vais me profiter parce que c'est le slogan de l'école, oser, penser, créer. Faut oser, ça Stéphane vient de le faire, il vient d'oser un truc où il y a des gens qui se sont parlé toute la journée, il y a eu des thèmes débattus. On va y repenser sérieusement, comment on fait ça, comment on prolonge ça, comment on peut faire ça sur plusieurs jours. Toujours dans ce cadre-là, ce serait sympa si les gens d'Imagine the Future sont partants aussi, et le NIF. Et puis, on espère bien que ça continuera l'année prochaine, puis encore l'année suivante, puis que ça peut devenir quelque chose d'établi ici. Et puis, je vais laisser la parole à Nabil, parce que lui va nous expliquer encore mieux que moi, j'ai essayé de le faire, pourquoi maintenant. Il y a des besoins, ça c'est sûr. Puis pourquoi ici? Alors, même moi, je serais surpris d'entendre pourquoi ici, parce que c'est vrai que je me pose aussi la question. Et je vous cède la parole. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé et puis au plaisir. Nabil. C'est très difficile de passer après Philippe Grise. Mais pour ça, j'ai quelques slides. Alors quand même pour un peu nous soutenir cette petite présentation de clôture autour d'un article que j'avais effectivement rédigé avec Stéphane sur justement la suite. Alors, tout en bas. Alors, je vais commencer peut-être par essayer de donner quelques éléments de réponse. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est le bon moment, effectivement, pour intensifier les efforts afin d'établir les Serious Games comme une discipline en Suisse. Le premier élément, justement, le premier argument, il est économique.
Alors, effectivement, il y a de recherches qui ont été, ou bien d'analyses de marché qui ont été effectuées récemment. Puis ça montre clairement que la gamification, hein, au-delà justement du serious game, la gamification va apporter une valeur de marché à peu près de 5,5 milliards de dollars d'ici en 2018. C'est une évolution justement qui est juste vertigineuse. Il y a un grand potentiel justement qui naît d'un besoin aussi au niveau justement de l'économie. Et puis je pense on a un bon argument de justement commencer maintenant à intensifier les efforts afin justement d'avoir ou bien de prendre le bon train au bon moment. Alors premier argument économique, je pense qu'il y a aussi un autre argument qui a été aussi développé tout au long de la journée. Effectivement, il y a un argument démographique. On est actuellement justement de vivre une transformation, ou bien une révolution numérique. On a la génération Y en fait actuelle qui va devenir justement un peu les personnes âgées de demain. C'est des personnes qui sont justement initiées au jeu, initiées au digital. Et puis je pense que c'est une population cible qui sera très convoitée par justement ce marché de gamification. Alors ça c'est juste un exemple, un graphique qui montre justement le pourcentage ou bien le nombre de personnes aux États-Unis qui vont jouer aux jeux vidéo, aux jeux mobiles en 2020. À peu près 66% de la population jouera justement sur des applications mobiles ou bien sur des dispositifs mobiles. On s'imagine justement le nombre total de joueurs qui sera autour de 80 à 90%. Pourquoi maintenant c'est le bon endroit? Je pense qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploité actuellement en Suisse. Alors ça, c'est les pays qui sont leaders actuellement dans l'industrie des jeux et de gamification. La Suisse n'apparaît pas, alors que les besoins, il existe. Alors je pense effectivement, il y a maintenant il y a moyen d'aller chercher, en fait, d'aller exploiter ce potentiel qui est largement sous-exploité actuellement. Alors parlons justement des politiciens. Il y a effectivement quelques initiatives politiques qui ont été lancées récemment pour justement stimuler la Suisse en tant qu'écosystème pour l'industrie des jeux. 2 initiatives qui ont été lancées en 2015 à travers des politiciens du Parti socialiste. Je suis désolé pour le reste. Alors effectivement, il faut effectivement utiliser ces initiatives en tant que stimulateur pour aller développer des activités autour de serious game et de gamification. On a un écosystème qui est très stimulant également. Aujourd'hui, on a rassemblé justement des compétences qui proviennent des universités, des entreprises, des HES. Je pense que les HES, c'est un bon maillon pour lier le monde académique stratosphérique des EPF et des universités avec les industriels. On sait transformer une idée en un produit, on sait répondre à un besoin justement de l'économie. Et avec ce consortium qui est en train de se former, je pense, on forme une équipe qui est à même justement d'aller diffuser cette culture de gamification en Suisse. On a un écosystème financier aussi qui peut nous supporter ou qui peut nous soutenir pour développer des projets d'envergure. Parlons de la CTI, des projets Interreg, du LPR, des fonds nationaux, mais aussi des H2020. Aujourd'hui, on a vu un projet européen qui a été présenté par Stefano, qui est financé justement par la Commission européenne, et puis qui sert à développer des serious games pour améliorer les styles de vie de teenagers ou bien des adolescents. J'ai fini par un appel justement à tous les acteurs qui sont présents ici, puis ceux qui ne sont pas présents aussi, à rejoindre justement ce consortium. Le consortium est en train de naître, c'est la première édition qu'on organise aujourd'hui, mais je peux déjà dire qu'il y aura une autre édition l'année prochaine, en 2017, dans le même cadre ici au sein du NIF. Alors vous êtes les bienvenus à contribuer, votre contribution, elle est la bienvenue pour ce consortium. I will also make the same call in English und ich werde auch zu den Kollegen über den Rüstegraben sagen, ihr seid dann willkommen, um René zu unterstützen. Der ist heute allein, aber nächstes Jahr werdet ihr dann vielleicht dann mehrere sein. Dankeschön, merci beaucoup, hasta la próxima. Je passe la parole à Stéphane. Bon, très très rapidement, voilà, le consortium s'est réuni et puis ça y est, on est parti pour 2017, donc on se revoit dans un an.
avec, je l'espère, plein d'autres serious games. On espère aussi avoir une montée de la partie germanophone de la Suisse, qui sera très probablement plus représentée, et puis une montée aussi de la partie industrielle. On aimerait bien avoir un petit peu plus de start-up qui viennent présenter leurs produits. C'est une opportunité, bien sûr, pour toutes les startups, pour faire un petit peu de pub, et puis pour trouver, et puis pour réseauter. Hein. C'est vraiment ça le but hein, ici. C'est pas du tout un symposium académique. Le but, c'est de réseauter avec le lien et le tissu industriel. On a vraiment tout en Suisse pour gagner. Encore un grand merci à Sam pour sa super organisation, et merci à vous tous pour être ici. Au revoir. Et un grand merci à Christophe aussi qui a beaucoup bossé.